Oui, bien sûr. On a toujours le trac parce que chaque fois qu'on monte sur scène, c'est comme si c'était la première fois, hein. Il y a des légendes qui ne meurent jamais. Johnny Hallyday, silhouette de cuir noir et voix de feu, reste l'écho d'une époque où la France découvrait le rock comme une déflagration. Pendant plus de 50 ans, il fut l'idole, le rebelle, le frère de route de générations entières. Mais derrière le vacarme des guitares et l'ivresse des stades remplis, il y avait un autre Johnny, un homme blessé, fier, incapable d'oublier ceux qui lui avaient tourné le dos. À 73 ans, alors que ses jours de gloire semblaient déjà suspendus dans une éternité dorée, il surprit en rompant un silence longtemps gardé. Car oui, même l'icône pouvait nourrir des rancunes. Derrière ses sourires de scène, il y avait des visages qu'il ne supportait plus, des noms qu'il ne voulait plus entendre. Des artistes, pourtant proches de lui, qu'il ne pouvait tout simplement pas voir en peinture. 5 figures, 5 histoires mêlées à la sienne. Des amitiés fracassées, des rivalités enflammées, des blessures jamais refermées. Chacun d'eux avait croisé sa route. Chacun avait laissé une trace, non pas dans la lumière, mais dans l'ombre. Et en les évoquant, Johnny montrait une facette plus intime, plus âpre, celle d'un homme qui, derrière le mythe, restait profondément humain. Alors, qui étaient ces visages honnis? Quels mots, quels gestes avaient suffi à transformer l'admiration en rejet? Et pourquoi, même au sommet de sa gloire, Johnny n'avait-il jamais su pardonner? Voici l'histoire des 5 artistes que l'idole des jeunes ne pouvait pas voir en peinture. Numéro 5. Michel Sardou. Ils étaient faits pour s'entendre. Johnny Hallyday et Michel Sardou, 2 voix tonitruantes, 2 caractères trempés dans l'acier des années 60 et 70, 2 hommes que tout un pays hissait au rang de monuments. Pendant longtemps, on les a vus complices. Ils partageaient les plateaux télé, se serraient dans les coulisses, riaient ensemble comme 2 camarades d'armes. Sur scène, il arrivait même que leurs univers se croisent, le rock incandescent de Johnny se frottant au refrain vibrant de Sardou. Le public, fasciné, se délectait de cette alliance improbable entre la bête de scène et le tribun de la chanson. Mais derrière l'amitié affichée, les fissures existaient déjà. Les journalistes, avides de confrontation, adoraient dresser des parallèles, le rocker des foules contre le moraliste des estrades. Ces comparaisons flatteuses étaient des poisons subtils. Johnny, hypersensible, détestait qu'on l'oppose à son ami, comme si l'un devait forcément éclipser l'autre. Sardou, lui, au verbe facile, n'hésitait pas à lancer des piques qui, sous couvert d'humour, atteignaient leur cible. La scène décisive eut lieu au milieu des années 80. Sardou, en concert, lâcha une plaisanterie qui heurta profondément Johnny. La phrase, rapportée et amplifiée par les journaux, fut reçue comme une trahison. Pour Hallyday, ce n'était plus un simple mot malheureux, c'était l'ami d'hier qui avait franchi une ligne rouge. Le choc fut immédiat. Il quitta la salle, furieux, et la rupture devint irréversible. À partir de là, leurs chemins se séparèrent. Les sourires complices laissèrent place à des silences glaciales. Dans les galas, on les voyait s'éviter. Sur les plateaux, la poignée de main devenait mécanique, vidée de chaleur. Pour Johnny, Sardou avait brisé le pacte. On ne touche pas à la famille, on ne ridiculise pas un frère d'armes. Et cette blessure-là, il la porta longtemps comme une cicatrice invisible. Pourtant, le paradoxe fascinait le public. La France adorait ce duel silencieux. D'un côté, Johnny, incarnation du feu, de la révolte, des shows démesurés. De l'autre, Sardou, la voix grave, les chansons qui divisaient mais forçaient le respect. Les fans se passionnaient pour cette opposition, choisissant leur camp comme on choisit un drapeau. Mais pour Johnny, ce n'était pas un spectacle. C'était une amitié détruite, un goût amer qui ne le quitta jamais. Dans ses confidences tardives, il laissa échapper un soupir lourd de rancune. Avec Michel, ça aurait pu durer, mais il a fallu qu'il parle. Et derrière ces mots, on entendait l'écho d'une douleur qui, malgré les années, ne s'était jamais vraiment effacée. Après l'explosion, il ne resta que des débris. Entre Johnny Hallyday et Michel Sardou, l'amitié qui avait traversé les années 70 et 80 se réduisit à une suite de regards froids et de silences pesants. Ce qui les avait rapprochés, la passion pour la scène, la complicité des débuts, devint le terreau d'un éloignement brutal. Car Johnny, lorsqu'il se sentait blessé, n'oubliait jamais. Et dans son cœur décorché, la plaie ouverte par Sardou ne cicatrisa pas. Les années suivantes,
La presse s'amusa à scruter chaque geste. Dans les cérémonies, les caméras traquaient leurs attitudes. On voyait Sardou, distant, réservé, Johnny, flamboyant, mais évitant soigneusement tout contact. Cette mise en scène involontaire alimentait la rumeur. Les deux géants de la chanson française étaient devenus deux ennemis que tout opposait. Et chaque tentative de rapprochement échouait, étouffée par l'orgueil des deux hommes. Johnny, fidèle à son tempérament, choisissait ses armes, la scène. Quand Sardou jouait au provocateur dans ses interviews, lui répliquait par des shows monumentaux, comme pour rappeler qu'il était le seul capable de remplir un stade de France, en hurlant des refrains repris par 80 voix, Sardou, plus sobre, contre-attaquait par des chansons à texte, lourdes de sens, qui le plaçaient dans un autre registre. Deux styles, deux mondes, deux forteresses irréconciliables. Et pourtant, dans l'ombre, subsistait une forme de respect. Johnny, malgré tout, reconnaissait le talent d'écriture de Sardou, cette capacité à cristalliser les débats de société dans des refrains gravés dans la mémoire collective. Sardou, lui, ne pouvait nier la puissance scénique de Johnny, ce magnétisme quasi animal qui faisait de chaque concert un événement national. Mais ses admirations tacites ne suffisaient pas à réparer le lien. Dans ces dernières années, Johnny parla de Sardou comme d'une déception plus que comme d'un ennemi. L'homme qu'il avait un jour appelé « ami » avait, selon lui, franchi une limite qu'on ne franchit pas. Et cette limite, Johnny ne l'effaça jamais. À ceux qui l'interrogeaient, il se contentait de hausser les épaules, un sourire amer aux lèvres. « Michel, c'est fini depuis longtemps. » C'est ainsi que Sardou entra dans cette liste singulière, celle des artistes que Johnny ne pouvait pas voir en peinture, non pas par jalousie, mais par blessure, non pas par rivalité musicale, mais par orgueil meurtri. Une amitié perdue, transformée en rancune tenace, que même le temps n'a jamais su apaiser. Pour Johnny, Michel Sardou restera à jamais l'exemple cruel qu'une fraternité peut se briser d'un mot. Numéro 4. Eddie Mitchell. Parmi toutes les amitiés de Johnny Hallyday, celle avec Eddie Mitchell semblait la plus solide, presque indestructible. Ils se connaissaient depuis l'adolescence, quand l'un était encore Claude Moine, chanteur des Chaussettes Noires, et que l'autre devenait déjà l'idole des bals populaires. Tous deux enfants de la banlieue parisienne, nourris au lait du rock américain, ils partageaient la même fascination pour Elvis Presley, Chuck Berry et Little Richard. Dans les cafés enfumés et les salles de répétition, ils rêvaient de secouer la France avec des guitares saturées et des refrains enflammés. Cette fraternité, née dans la jeunesse, ne fit que se renforcer au fil des décennies. Les années 60 et 70 les voyaient souvent côte à côte, à la télévision, dans des tournées communes, ou simplement dans les soirées privées où ils refaisaient le monde en riant fort. Eddie était l'ami avec lequel Johnny pouvait être lui-même, loin du tumulte médiatique. Ensemble, ils formaient un duo improbable. Johnny, le volcan indomptable, et Eddie, le crooner élégant, voix de velours posée sur une culture musicale impressionnante. Leur amitié atteignit son apogée avec l'aventure des Vieilles Canailles, en compagnie de Jacques Dutronc. Trois légendes, trois vieux complices, réunis pour célébrer la musique et l'amitié. Sur scène, Johnny et Eddie se lançaient des sourires complices, comme deux adolescents revenus à leurs premiers rêves. Pour le public, c'était l'image parfaite, celle de deux frères liés par le rock et par une histoire commune qui avait traversé un demi-siècle. Et pourtant, derrière cette fraternité de façade, couvaient déjà des tensions invisibles. Car si Johnny était un homme d'instinct, fougueux et excessif, Eddie, lui, était réfléchi, ironique, parfois même moqueur. Cette différence de tempérament, au fil du temps, commença à créer des fissures. Eddie, avec son humour pince sans rire, se permettait souvent des plaisanteries sur Johnny, sur ses excès, ses mariages multiples, son goût pour le spectaculaire. Le public riait, mais Johnny, derrière ses lunettes noires, encaissait mal. Il détestait être réduit à une caricature. Pour l'idole des jeunes, ses piques amicales prenaient parfois l'allure de trahison. L'homme qui avait partagé ses débuts semblait le rabaisser en public, même pour rire. Et dans l'orgueil blessé de Johnny, ces mots laissaient des traces profondes. Car pour lui, l'amitié ne devait jamais se confondre avec la dérision. Ainsi, peu à peu, l'image idyllique du duo se fissurait. Ils restaient amis, certes, mais cette amitié avait des ombres. Johnny, fidèle à sa mémoire des blessures, ne les oubliait pas. Derrière l'image de fraternité, les heures finirent par s'imposer. Eddie Mitchell et Johnny Hallyday s'aimaient comme deux frères, mais comme dans toutes les fratries,
il y avait des coups de griffe qui laissaient des cicatrices. Les vieilles canailles en furent l'exemple le plus éclatant. Sur scène, l'osmose paraissait parfaite, mais en coulisses, l'équilibre des égos relevait de la funambule. Chacun voulait briller, chacun voulait avoir son moment, et Johnny, incapable de tolérer l'ombre, cherchait toujours à reprendre la lumière. Eddie, plus posé, observait ce comportement avec un mélange d'amusement et d'agacement. Dans une interview, il glissa un jour, mi-sérieux, mi-ironique. « Johnny, c'est un extraterrestre. » Mais parfois, il oublie que les autres existent. La phrase, reprise partout, blessa profondément Hallyday. Il n'acceptait pas qu'un ami de toujours souligne ses excès comme le ferait un critique. Pour lui, Eddie franchissait une frontière. On ne met pas en doute la loyauté d'un frère sur la place publique. Les tensions prirent aussi racine dans leurs différences artistiques. Eddie se targuait d'une culture musicale impeccable, d'un attachement presque religieux aux racines du rock et du blues. Johnny, lui, avançait par instinct, sans se soucier des puristes. Cette divergence devint une fracture. Eddie donnait parfois l'impression de se considérer comme le vrai musicien face à un Johnny plus instinctif, plus brut. Dans l'orgueil du rocker, ce jugement implicite sonnait comme un mépris. Pourtant, jamais ils ne rompirent complètement. Car l'amitié avait des racines trop profondes pour être balayée. Mais Johnny, dans ses confidences tardives, ne cachait pas son ambivalence. Eddie, je l'aime, mais il m'a souvent fait mal. Derrière ces mots, on devinait la douleur de celui qui se sentait jugé, caricaturé, par l'un des rares hommes qu'il considérait comme un frère d'armes. Ainsi, Eddie Mitchell prit place dans cette liste singulière. Non pas par haine pure, mais par cette rancune mêlée d'amour déçu. L'ami qui, à force de pique et d'ironie, s'était transformé en une ombre agaçante dans la mémoire de Johnny. Une ombre dont il ne se débarrassa jamais vraiment. Numéro 3. Claude François. Dans les années 60, la France vibrait au rythme d'une nouvelle génération d'idoles. Deux noms s'imposaient alors comme des étendards. Johnny Hallyday et Claude François. L'un incarnait la rage du rock, la guitare saturée et les shows incandescents. L'autre représentait la précision millimétrée, les chorégraphies réglées comme une horloge et le charme impeccable des Claudettes. Deux univers différents, deux styles opposés, mais une même ambition, régnaient sans partage sur le cœur des jeunes. Dès le départ, la rivalité fut inévitable. Chaque apparition télévisée devenait une comparaison, chaque nouvelle chanson un duel. Johnny faisait trembler les murs avec ses riffs électriques. Claude François faisait fondre les foules avec ses mélodies populaires. La presse alimentait ce face comme un feuilleton. Qui est le vrai roi de la jeunesse ? En coulisses, la tension se faisait palpable. Johnny, spontané, vivant d'instinct, voyait en Claude un perfectionniste froid, obsédé par le détail au point d'en devenir maniaque. Claude, lui, considérait Johnny comme un électron libre, indiscipliné, incapable de la rigueur qu'exigeait selon lui le métier. Chacun reconnaissait le talent de l'autre, mais ne supportait pas son mode de vie ni sa façon de conquérir le public. Les anecdotes abondent. Dans certaines loges, on raconte que leur rencontre se résumait à des échanges polis, mais glacés. Johnny, dans son cuir noir, lançait des regards brûlants, tandis que Claude, impeccable dans son costume scintillant, répondait par un sourire figé. Deux mondes se toisaient, incapables de se rejoindre. Et puis, il y avait la jalousie, omniprésente. Claude, habitué au succès planifié, enviait la facilité avec laquelle Johnny électrisait une foule sans effort apparent. Johnny, de son côté, ne supportait pas l'aura médiatique de Claude, ce golden boy que tout semblait couronner. Entre eux, l'admiration et l'irritation s'entremêlaient comme deux fils électriques prêts à provoquer une étincelle. Pour le public, cette rivalité devint un mythe. Mais pour Johnny, elle était une blessure d'ego permanente. Il ne pouvait pas voir en peinture cet adversaire qui lui volait sans cesse la lumière. Si la rivalité artistique entre Johnny Hallyday et Claude François était déjà vive, elle se compliqua encore lorsque la sphère privée vint s'en mêler. Car, au-delà des plateaux télé et des classements de disques, leurs vies sentimentales se croisèrent, alimentant une jalousie tenace. Claude François, avec son charme ravageur et ses conquêtes médiatisées, entra sur un terrain que Johnny considérait comme sacré. Pour l'idole des jeunes, c'était une provocation de trop. La presse, toujours avide de scandales, ne se priva pas d'exagérer cette tension.
On parlait de regard glacial en coulisses, de mots à peine murmurés, mais lourds de sous-entendus. Johnny, fidèle à son tempérament, réagissait avec l'intensité d'un boxeur dans un ring. Chaque pic de Claude était pour lui un coup bas, chaque sourire ironique une gifle en pleine lumière. Claude, perfectionniste jusqu'à l'obsession, se nourrissait de cette rivalité. Il voyait dans Johnny un concurrent direct, une menace à son statut d'idole suprême. Leurs différences artistiques, déjà flagrantes, devenaient un symbole de leur opposition. Johnny s'abandonnait à l'instinct, improvisait, vibrait au contact du public. Claude répétait inlassablement, réglait chaque pas de danse au millimètre, contrôlait ses shows comme un général mène son armée. Johnny voyait dans cette rigueur une froideur mécanique. Claude percevait chez Johnny une insouciance brouillonne, presque irrévérencieuse. Pourtant, au fond, ils partageaient la même soif, celle d'être aimé, adulé, de remplir chaque espace de lumière. Mais cette ressemblance était justement ce qui les éloignait le plus. Deux soleils ne peuvent pas briller dans le même ciel sans se consumer. Lorsque Claude François disparut brutalement en 1978, Johnny resta silencieux. Officiellement, il salua la mémoire d'un confrère. Mais dans l'intimité, il confia à ses proches que leur relation avait toujours été marquée par une incompréhension profonde. Claude représentait tout ce que Johnny ne supportait pas. La perfection glaciale, le contrôle absolu, l'obsession de l'image. Ainsi, même des années plus tard, quand il évoquait les artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture, le nom de Claude François surgissait naturellement. Non pas seulement comme un rival, mais comme un miroir déformant, insupportable à affronter. Pour Johnny, Claude resta l'adversaire par excellence. Celui qui avait tout pour lui, mais qui, par son simple éclat, réveillait en lui des colères impossibles à apaiser. Numéro 2. Françoise Hardy. Au milieu des années 60, alors que Johnny Hallyday enchaînait les triomphes dans les salles de concert, une autre figure se hissait au sommet des hit-parades. Françoise Hardy, avec sa silhouette longiligne, sa voix douce et son regard mélancolique, elle incarnait l'élégance fragile de la vague yéyé. Là où Johnny faisait vibrer les foules dans un torrent d'énergie brute, Françoise hypnotisait par sa retenue, son mystère, sa poésie. Deux univers radicalement différents, presque incompatibles. Dès leur première rencontre, l'incompréhension fut palpable. Johnny, habitué au rire tonitruant et aux éclats de camaraderie, se heurtait à la froideur polie de Françoise. Elle, réservée à l'excès, ne laissait filtrer aucune émotion, comme si le monde extérieur l'indifférait. Pour Johnny, qui vivait de passion et d'instinct, cette distance était une provocation silencieuse. Il avait l'impression de parler à une muraille de glace. Le fossé s'élargit encore avec la manière dont les médias les opposaient. On parlait de la muse cérébrale face au rocker instinctif. Les journalistes demandaient sans cesse à Françoise ce qu'elle pensait du phénomène Hallyday, et ses réponses, souvent évasives, donnaient à Johnny l'impression d'être méprisé. Il se souvenait d'une phrase, rapportée dans les colonnes d'un magazine. « Johnny, c'est du bruit ». Qu'elle l'ait prononcée ou non n'importait peu. Pour lui, le mal était fait. De son côté, Françoise supportait mal l'exubérance de Johnny. Elle voyait en lui un géant médiatique, trop populaire, trop bruyant, l'antithèse de sa quête intime de discrétion et de sincérité. Elle avoua un jour qu'elle fuyait les dîners où Johnny apparaissait, incapable de se sentir à l'aise face à un tel tourbillon d'énergie. Ainsi, sans qu'il y ait de véritable explosion, naquit une aversion réciproque. Johnny ne pouvait pas voir en peinture cet artiste qui, par sa froideur, semblait nier tout ce qui faisait sa force. Et Françoise, de son côté, ne voyait en lui qu'un excès permanent, une agitation inutile. Ce choc de deux tempéraments devint une rancune sourde, une barrière invisible qui les sépara pour toujours. Avec le temps, cette distance devint presque une légende. Chaque fois qu'un journaliste évoquait Johnny devant Françoise Hardy, elle éludait, répondant par des phrases sèches, presque glaciales. Et lorsqu'on posait la même question à Johnny, il haussait les épaules, mais son regard se durcissait aussitôt. Entre eux, il n'y eut jamais de réconciliation, car il n'y eut jamais de véritable amitié à sauver. Ce fut une mésentente instinctive, née de caractères irréconciliables. Pour Johnny, Françoise incarnait une forme de mépris que l'idole ne pouvait tolérer. Dans son univers, tout se jouait dans la générosité. Donner au public, brûler sur scène, se livrer corps et âme. Face à lui,
Hardy restait une énigme froide, une artiste qui se cachait derrière des textes subtils et une réserve polie. Pour lui, c'était comme si elle refusait de reconnaître la valeur de son art. De son côté, Françoise Hardy avouait dans certains entretiens qu'elle n'avait jamais compris l'engouement pour Johnny. Elle le jugeait trop bruyant, trop spectaculaire, presque caricatural. Elle, qui vivait dans la retenue et la mélancolie, voyait en lui un miroir insupportable de tout ce qu'elle fuyait. L'exubérance, la gloire tapageuse, la foule hurlante. Leurs chemins professionnels ne se croisèrent quasiment jamais, comme si le destin s'était appliqué à les maintenir éloignés. Mais dans les coulisses, leur silence parlait plus fort que des mots. Lorsque Johnny croisait Françoise dans une loge ou un gala, il se contentait d'un salut poli, un sourire forcé, avant de détourner les yeux. Hardy, de son côté, restait distante, comme absente, sans chercher le moindre rapprochement. Cette inimitié silencieuse nourrissait la curiosité du public. Comment deux figures aussi centrales de la chanson française pouvaient-elles se détester autant sans jamais se l'avouer franchement? La réponse était simple, parce qu'ils n'avaient rien à partager. Deux planètes trop éloignées, deux sensibilités opposées, incapables de trouver un terrain commun. Et lorsqu'il confia, à 73 ans, la liste des artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture, le nom de Françoise Hardy apparut sans surprise. Pour Johnny, elle représentait l'antithèse de tout ce qu'il était. Là où il brûlait, elle s'éteignait. Là où il se donnait, elle se retirait. Ainsi se scella cette distance glaciale, non pas dans les cris ou les coups, mais dans un silence pesant, irrévocable. Numéro 1. Serge Gainsbourg. Si Johnny Hallyday fut le visage incandescent du rock français, Serge Gainsbourg en fut l'ombre provocatrice. Deux hommes aux trajectoires parallèles, mais dessinés dans des univers qui semblaient se rejeter. Johnny incarnait la puissance brute, les shows monumentaux, le contact viscéral avec les foules. Gainsbourg, lui, cultivait l'ambiguïté, la provocation raffinée, le cynisme dandy qui désarçonnait autant qu'il fascinait. Leur rencontre, inévitable, ne pouvait être que conflictuelle. Dès leurs premiers échanges, le fossé se creusa. Johnny, homme d'instinct, cherchait la simplicité des mots qui frappent et des riffs qui électrisent. Gainsbourg, intellectuel torturé, méprisait ce qu'il considérait comme une approche primitive de la musique. Dans ses interviews, il ne cachait pas son ironie. Pour lui, Johnny représentait la masse, la ferveur populaire qu'il regardait de haut. Et cette condescendance, Hallyday ne pouvait pas la supporter. Le public se souvient de leurs apparitions communes à la télévision. Johnny, fidèle à lui-même, direct, souriant, parfois mal à l'aise dans les débats, contrastait avec Gainsbourg, maître de la réplique assassine. L'un vivait pour la scène, l'autre pour la phrase qui choque. Dans cette opposition, il n'y avait aucune place pour la tendresse. Johnny ressentait chaque remarque comme une gifle, une manière de nier ce qu'il avait bâti avec son sang et sa sueur. La tension monta d'un cran lorsque Gainsbourg, fidèle à sa réputation de provocateur, laissa entendre dans une émission que le rock français n'était qu'une pâle copie, visant à demi-mot Johnny. Pour l'idole des jeunes, c'était un affront public, un dénigrement de tout ce qu'il avait apporté à la musique en France. Il n'y eut pas d'explosion spectaculaire, mais un rejet profond, silencieux, irrémédiable. Dès lors, Johnny évita systématiquement Serge Gainsbourg. Dans ses confidences tardives, il évoquait cet homme avec une froideur presque glaciale. Lui et moi, on ne parlait pas le même langage. En réalité, c'était pire. Il n'avait rien à se dire, sinon un mépris réciproque. Deux figures majeures de la chanson française, deux pôles opposés d'un même univers, voués à ne jamais s'accorder. Pour Johnny, Serge Gainsbourg resta le symbole d'une arrogance insupportable, d'un mépris qui ne pouvait que nourrir la rancune. Il y avait, entre Johnny Hallyday et Serge Gainsbourg, une opposition presque théâtrale. Johnny, corps tendu vers le public, voix éraillée par la passion, vivait chaque concert comme un combat. Gainsbourg, silhouette voûtée, cigarette au coin des lèvres, distillait des mots acérés, des mélodies vénéneuses, avec l'air de mépriser le monde entier. Leur simple présence dans une même pièce créait une tension palpable, comme deux forces contraires prêtes à s'annuler. Le contraste atteignit son paroxysme lors de certaines émissions télévisées. Johnny, fidèle à sa générosité, s'adressait aux spectateurs avec franchise. Gainsbourg, lui, lançait des phrases sibyllines,
truffés de sous-entendus, comme des flèches destinées à blesser. On raconte qu'un soir, Johnny, excédé par une remarque perfide, quitta presque le plateau. Ce geste, discret mais révélateur, résumait à lui seul leur relation. L'un n'acceptait pas la provocation gratuite, l'autre s'en nourrissait comme d'un art de vivre. Au-delà de leur caractère, leur vision de la musique ne pouvait s'accorder. Johnny croyait au pouvoir immédiat du rock, cette énergie brute qui soulevait les stades. Gainsbourg, au contraire, se plaisait à déconstruire, à provoquer, à créer l'inconfort. Pour Gainsbourg, Johnny incarnait l'excès populaire, qu'il jugeait sans raffinement. Le fossé devint si large qu'il ne resta plus que le silence. Pas de réconciliation, pas de rapprochement. Johnny, pourtant généreux avec ses pairs, ne pardonna jamais ce qu'il considérait comme une arrogance constante. Dans ses confidences, il glissa un jour « Serge, ce n'était pas mon monde, et je n'avais pas envie d'y entrer. » Des mots simples, mais lourds de rejet. Ainsi, Serge Gainsbourg occupa la première place dans cette liste noire. Non pas parce qu'il avait trahi une amitié, mais parce qu'il représentait l'antithèse même de Johnny. Le feu contre la glace, la sincérité contre l'ironie, le cœur à nu contre le cynisme calculé. Deux génies, mais condamnés à ne jamais se comprendre. Et pour Johnny, c'était sans appel. Gainsbourg restait l'homme qu'il ne pouvait absolument pas voir en peinture. Au terme de ce voyage dans les ombres de Johnny Hallyday, une évidence surgit, derrière l'icône flamboyante se cachait un homme de chair, avec ses fidélités et ses rancunes, ses blessures et ses orgueils. Sardou, Mitchell, Claude François, Françoise Hardy, Gainsbourg, 5 noms gravés dans une mémoire plus douloureuse que glorieuse, 5 visages que Johnny ne pouvait pas voir en peinture. Ces inimitiés n'étaient pas de simples caprices. Elles révélaient la fragilité d'un artiste qui, malgré l'armure de cuir et les cris de foule, restait profondément sensible. Chaque mot blessant, chaque geste mal interprété devenait une cicatrice invisible. Car Johnny, plus qu'un chanteur, vivait tout avec une intensité extrême. L'amitié comme la trahison, l'admiration comme la colère. Mais paradoxalement, ces fractures participèrent à sa légende. Elles nourrirent sa solitude, elles alimentèrent ce feu qui brûlait en lui sur scène. Johnny Hallyday n'aurait être pas été ce mythe sans ses combats, visibles ou silencieux. Et lorsqu'il quitta ce monde, il emporta avec lui non seulement les ovations d'un peuple, mais aussi les fantômes de ses rancunes jamais effacées. Aujourd'hui, son souvenir demeure intact. Dans chaque riff de guitare, dans chaque cri de foule, dans chaque soir où l'on fredonne « Que je t'aime », Johnny renaît, au-delà des querelles et des blessures. Ses inimitiés ne sont qu'un reflet de son humanité, imparfaite, orgueilleuse, mais vibrante de vérité. Et c'est peu, être cela, le vrai héritage de l'idole des jeunes. Nous rappeler que même les légendes ne sont faites que de chair et de fêlure.